Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que le président Alassane Ouattara a été investi dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. Une investiture qui avait rassemblé du beau monde, dont des chefs d'État étrangers. Ouverture ce mardi ici à Abidjan Plateau en présence du Premier ministre ivoirien d'un forum économique ivoiro-belge. Cette plateforme d'échange entre hommes d'affaires et investisseurs de la Belgique et de la Côte d'Ivoire concerne plusieurs secteurs d'activité. Et puis à l'étranger, la situation toujours chaude dans le nord du Nigeria suite à l'offensive lancée par les forces armées nigérianes dans l'état de Borno pour y déloger les terroristes du groupe Boko Haram. Les frappes de l'unité inquiètent les populations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Tout d'abord, cette information. Le samedi 18 mai 2013, M. Amadé Oueremi a été interpellé par les forces républicaines de Côte d'Ivoire dans le mont Péco, département de Dieukwé. Conformément à la loi, il sera présenté devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, porte à la connaissance de toutes les populations et en particulier des habitants du Mont Péco et de ses environs que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Il demande à toutes les populations de garder leur calme. Enfin, sur instruction du président de la République, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, entreprend en ce moment même une opération de recensement des habitants vivant à l'intérieur des forêts du Mont Péco et ses alentours en vue de leur apporter assistance et protection, collecter éventuellement les armes et procéder à leur réinsertion socio-économique. L'ADDR peut être contactée à travers son bureau régional au numéro suivant 49 05 64 76 48 17 18 56 et enfin le 59 04 89 31. Je vous le disais en titre, cela fait exactement 2 ans jour pour jour que le président Alassane Ouattara a été investi dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie avait eu lieu à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, autour d'une mobilisation record. Alassane Ouattara a reçu ce jour-là, vous le voyez sur ces images, les attributs de chef d'État des mains de la grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté. Une investiture qui avait rassemblé du beau monde, des chefs d'État étrangers, dont Nicolas Sarkozy, alors président de la France, des chefs de gouvernement et ambassadeurs, ainsi que des milliers de personnes venues du monde entier. Retour en images sur cette journée du 21 avril 2011, date de l'investiture du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est avec Justine Seydjike. En présence de 20 chefs d'État, de plusieurs autres personnalités civiles et militaires du monde entier, le président Alassane Ouattara a reçu son sacre des mains de la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, au nom du peuple de Côte d'Ivoire et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous reconnaissons comme chef souverain et grand maître des ordres et nous vous remettons le grand collier, insigne de notre distinction. Un acte symbolique du fait qu'il est exécuté par la première femme à la tête de la chancellerie par la volonté du président Alassane Ouattara. Devant un parterre d'Ivoiriens venus de toutes les contrées du pays et des invités du monde entier, le président Alassane Ouattara a pris l'engagement de faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère et respectée sur le plan international, en un mot, un pays émergent. À cette cérémonie d'investiture, il a salué les actions de ses prédécesseurs et surtout celles du père fondateur de la nation ivoirienne. Souvenez-vous, le président Ouattara avait rendu un grand hommage au président Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, le commentaire de David Gouedan-Mobio. Dans son adresse à ses compatriotes ce 11 mai, le président a eu une pensée pour un homme qu'il considère comme exceptionnel. Un homme qui a été pour lui un père, une source d'inspiration. Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, grand sage, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Félix Houphouët-Boigny a acquis très tôt la certitude que la paix n'est pas une contingence, mais une stratégie de développement. Le nouveau chef d'État a également rendu un hommage à son aîné, le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Monsieur le président Bédié, cher aîné, cher grand frère,
je voudrais rendre hommage à votre sens élevé du devoir, votre profond amour pour notre pays et votre attachement à la paix. Et puisqu'on en parle, je vous propose de suivre cette analyse au cœur du bilan économique de ces 2 mandats de gouvernance à Ouattara. C'est avec Jean-Jacques Ouaméala. La relance de l'économie ivoirienne en 2012 est marquée par un élément catalyseur, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés PPTE le 26 juin 2012. La Côte d'Ivoire, à partir de cette date, a bénéficié d'un allègement de sa dette extérieure de 4 090 milliards de francs CFA obtenus des institutions multilatérales et du Club de Paris. Autre fait économique marquant de l'année 2012, le président Alassane Ouattara opte pour le choix de l'éco-diplomatie pour mobiliser les ressources financières auprès des partenaires au développement en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Les retombées de ces missions de voyage sont énormes. Il s'agit entre autres, côté infrastructure, plusieurs projets sont lancés par le chef de l'État Alassane Ouattara. Projet de construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam d'un coût de 60 milliards de francs CFA, les travaux d'approvisionnement d'Abidjan par la nappe de Bonois pour un montant de 90 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter l'engouement suscité par le groupe consultatif les 4 et 5 décembre 2012 à Paris, 4 300 milliards, soit le double des projets publics mobilisés. Des bons points qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer un taux de croissance de 8,6 en 2012. La grande ambition du président de la République et du gouvernement est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 et de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2015. Pour réussir ce pari, des réformes sont nécessaires, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, car désormais, le secteur privé doit être le principal moteur de la croissance. L'avènement du président Ouattara au sommet de l'État avait suscité beaucoup d'engouement auprès des populations, surtout celles du centre du pays. Après 2 ans de gestion post-crise, l'une de nos équipes de reportage de RTI Bouaké a rencontré des populations de Bouaké, la capitale du centre. Ils donnent leur avis au micro de Kader Sogodogo et Charles Tatou. 20e mai 2011, 20e mai 2013, cela fait 2 ans que le président Alassane Ouattara a accédé officiellement à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. À Bouaké, capitale de la région de Béké, les populations se prononcent sur les 2 ans de gestion. Nous sommes heureux d'abord pour avoir retrouvé la paix, qui est un gage de développement, et aussi le redéploiement de l'administration sur le territoire national. C'est aussi salutaire. Nous avons un chef d'État qui bouge beaucoup, qui aime son pays, et qui a beaucoup de relations à Bouaké. Nous ne sentons pas vraiment l'insertion des jeunes au nouveau département de Bouaké. Nous souhaitons qu'ils fassent une visite d'État à Bouaké pour voir les réalités des besoins de ces jeunes-là, de telle sorte que toutes ces usines qui étaient en souffrance puissent avoir un interlocuteur pour pouvoir injecter plus ou moins ces connaissances-là dans ces structures-là pour que les jeunes puissent véritablement avoir un emploi. C'est difficile parce que le pays, 10 ans, et 2 ans après les élections, la crise où il n'y avait pas de banque, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, le président arrive à payer les fonctionnaires, c'est l'essentiel. Hein. Le pays démarre, nous tous, nous avons un peu à manger. Mais on dit au président de faire encore d'efforts parce que, comme le premier président dit, un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Nous, les femmes, le panier, on ne prend pas toujours le panier, on prend que le sachet pour aller au marché. Donc nous encourageons le président de la République de faire un petit effort. Au regard de tout ce qui précède, pour les Bouakois, la Côte d'Ivoire se repositionne dans le concert des nations en route pour le développement. Tous ces acquis ont été possibles que grâce à la volonté du chef de l'État de mettre en avant la réconciliation des Ivoiriens et d'inculquer à chaque habitant de ce pays l'amour du travail. Pour terminer sur ce sujet, sachez que la rédaction de RTI 1 vous donne rendez-vous ce jeudi sur le coup de 21 h pour une émission où on fera le point complet du bilan de ces 2 années de gouvernance du président Alassane Ouattara. Il est donc bien installé dans son fauteuil de président de la République depuis 2 ans et les audiences que le président Ouattara accorde au palais présidentiel sont légion depuis. Il a reçu aujourd'hui le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. René Emmanuel Sadi est venu remettre une invitation du président Paul Biya à son homologue ivoirien et ce en vue
du sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La rencontre devrait se tenir les 24 et 25 juin prochains à Yaoundé, la capitale camerounaise. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. C'est au palais présidentiel que l'émissaire du président du Cameroun a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi 21 mai 2013. Le chef de l'État et son hôte ont longuement échangé, notamment sur l'excellence des relations entre lui et son homologue camerounais. Ce qui vaut au président ivoirien, si l'on en croit le ministre camerounais, l'invitation de Paul Biya en vue du prochain sommet dans la capitale camerounaise sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Sommet visant à faire bloc face aux actes de piraterie et de vol à main armée dans les eaux territoriales. J'avais un double message apporté au président Ouattara de la part de son frère et ami de vieille date, le président Paul Biya. Le premier, et tout naturellement, c'est celui de lui transmettre les salutations de son frère et ami, lui transmettre ses amitiés, lui transmettre toute son estime entre les deux hommes. Il existe des sentiments d'estime réciproque qui date de très longtemps. Le président Biya m'a demandé de venir lui renouveler ses sentiments fraternels. Mais l'objet de ma visite ici était surtout de porter au président Ouattara une invitation de son frère, le président Paul Biya, une invitation à prendre part aux assises, à un sommet qui se tiendra au Cameroun les 24 et 25 juin. C'est un enjeu majeur, un enjeu important, qui interpelle d'abord en premier les pays qui ont une façade maritime, dont la Côte d'Ivoire, mais au-delà l'ensemble des pays africains, parce que nous avons, ces derniers temps, assisté à des actes de piraterie, de vol à main armée dans les eaux territoriales. Aussi, le ministre camerounais René Emmanuel Sadi a-t-il ajouté que le sommet de Yaoundé serait lié à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Résolution invitant les États de la CEDEAO et la CEAC, ainsi que la Commission du Golfe de Guinée, à mettre en place une stratégie commune pour lutter contre la piraterie dans cette façade maritime. Autre sujet, l'ouverture ce mardi ici à Abidjan Plateau du Forum économique ivoiro-belge. C'était en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Cette plateforme d'échange entre hommes d'affaires et investisseurs de la Belgique et de la Côte d'Ivoire concerne plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'énergie solaire et le bâtiment. L'enjeu est de renforcer les relations économiques entre Abidjan et Bruxelles. Alvarassa. La construction et le génie civil, l'énergie renouvelable, la protection solaire, l'agroalimentaire, l'équipement médical, hospitalier et pharmaceutique, les infrastructures ferroviaires, les équipements audiovisuels. Et c'est au niveau de ces secteurs d'activité que la Belgique va démontrer son expertise au cours de ce forum économique. L'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, Ungebert, a reconnu les efforts du gouvernement ivoirien pour relancer l'économie du pays. Effort créant un climat favorable aux affaires permettant aujourd'hui aux hommes d'affaires belges d'investir ou de venir faire la promotion de leurs activités en Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la crise, plusieurs sociétés belges se sont installées dans ce pays. En 2012, les exportations belges vers la Côte d'Ivoire ont grimpé de 73% par rapport à 2011. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a dans son intervention fait cas de l'intérêt que la Belgique accorde à la Côte d'Ivoire dans le domaine des affaires. Pour lui donc, ce forum économique belge va approfondir et diversifier les contacts entre les hommes d'affaires ivoiriens et belges et au-delà, entre les deux pays. Selon nos chiffres, la Belgique est au niveau européen le troisième investisseur net en Côte d'Ivoire après la France et la Suisse. Au cours de la précédente décennie, ce sont plus de 55 millions d'euros d'investissements directs étrangers en provenance de la Belgique, soit plus de 36 milliards de francs CFA, qui ont été injectés dans les projets transsectoriels de l'économie ivoirienne. Rappelons que ce forum économique va durer 4 jours et il sera animé par 30 entreprises belges. La scène s'est produite il y a quelques jours. Des groupes d'étudiants se sont affrontés à l'université Nangui à Brogua, faisant plusieurs blessés dans des cas graves.
Des signes qui pourraient présager le retour de la violence sur les campus universitaires. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue sur le terrain. Elle a recueilli l'avis des Ivoiriens sur la question. Mamadou Kouassi. On la croyait avoir disparu du système scolaire ivoirien. Mais hélas, voilà que la violence a refait surface sur les campus universitaires depuis quelques jours. La charte de la non-violence signée par les étudiants eux-mêmes est aujourd'hui foulée aux pieds. Les cas de violence sont multiples sur les campus et environ. Les derniers exemples sont la tentative d'agression du ministre Issé Bakongo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et le récent affrontement de groupes d'étudiants à l'université Nangia-Brougoua. Résultat, plusieurs blessés, dont des cas graves. C'est vraiment déplorable parce que l'université, c'est la crème de l'intellectualisme en Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on apprend à être intellectuel et puis à demain diriger une nation. Donc je ne pense pas qu'ici on puisse nourrir des racines de violence. Voilà, c'est déplorable, mais je pense que l'État le gouvernement doit se tourner là-dessus pour sensibiliser, pour nous aider et peut-être même pour écouter les étudiants, voir pourquoi est-ce que ça revient encore, ce terme de violence et même cette pratique. C'est vraiment dommage que pour un nouveau départ, il y a encore ce problème-là qui se pose parce qu'on est vraiment fatigué de ça. Les violences sont dues aux frustrations au niveau des différents étudiants. Parce que quand nous sommes dans une institution, il faudrait que les personnes qui sont dans cette institution-là aient au moins soient imprégnées des différentes informations. Ils sachent au moins où va leur avenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour leur avenir. On a eu près de 2 ans de retard. Maintenant qu'on doit reprendre, on doit encore retomber dans cette violence-là. Mais ça, j'ai dit non, c'est grave. C'est grave pour notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui ont arrêté les cours parce qu'ils ont eu d'autres activités, tout ça là. Ils ne veulent plus revenir à cause de cette violence-là. Donc je demande vraiment au gouvernement de trouver une solution. Il ne faudrait pas que nos enfants, après tous ces sacrifices que nous faisions pour eux, arrivent à l'école et puis au lieu d'étudier, qu'ils fassent de la violence entre eux, ils prennent la machette. Je crois que s'il y a quelque chose aussi qui ne va pas entre eux et le pouvoir, qu'ils apportent le pouvoir, il y a plusieurs autres passages pour discuter le pouvoir, pas la violence, pas la machette. C'est vraiment déplorable, ce n'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Des universités qui viennent d'être rénovées à l'image des grandes universités du monde entier. Alors moi je crois qu'on doit renoncer à la violence sur les campus. Il faut rappeler que le gouvernement a fait de la reprise des cours dans les universités un nouveau départ, avec un nouvel esprit, pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. 14 jeunes Ivoiriens étudiants aux États-Unis viennent de recevoir leur diplôme de bachelor à Atlanta, une consécration qui couronne les sacrifices financiers consentis par leurs parents. Ces derniers d'ailleurs ont effectué nombreux le déplacement d'Atlanta en vue d'accroître le nombre d'étudiants ivoiriens dans les universités américaines. L'université de Grand Bassam va créer une fondation pour venir en aide aux parents d'étudiants ivoiriens. Les explications de Michel Digré. La célébration du bachelor aux États-Unis suscite beaucoup d'engouement, autant chez les diplômés que chez leurs géniteurs. Les parents d'étudiants ivoiriens n'ont pas hésité à faire le voyage d'Atlanta pour soutenir leur môme. Ma fille a fini un bachelor en mathématiques et sciences actuariales. C'est un couronnement de beaucoup d'efforts. On se donne rendez-vous donc à Atlanta? Oui, rendez-vous à Atlanta, à la cérémonie. À la veille de l'événement, certains parents préparent le jour J. On va aller filmer la cérémonie, ramener le maximum d'images pour avoir beaucoup de souvenirs de cette cérémonie. Le bachelor correspond à la maîtrise dans le système éducatif ivoirien. Cette étape franchie, l'on pense déjà à l'avenir. La prochaine étape, ça sera le master, certainement. Mais le temps de souffler un peu et puis de reprendre des forces et de l'énergie. Voilà, pour continuer la route. J'espère qu'elle va pouvoir obtenir une bourse ou une aide parce qu'elle a quand même eu son diplôme avec distinction, summum cum laude. Et pour les parents, ça a été quand même très dur jusqu'à présent et j'espère qu'on va pouvoir avoir un relais compte tenu de ces résultats. Les études universitaires aux États-Unis coûtent excessivement cher. Pour aider les parents à supporter les frais de scolarité, mais surtout permettre aux élèves ivoiriens dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens d'aller étudier aux États-Unis, l'Université internationale de Grand Bassam va procéder à la création d'une fondation. L'aide que la fondation va apporter sera vraiment centrée sur des étudiants méritants, mais n'ayant pas les moyens
s'offrir une éducation de qualité. Ces jeunes gens-là feront la fierté de la Côte d'Ivoire et en les éduquant, nous espérons qu'ils pourront revenir dans notre pays et développer ce pays et développer toute l'Afrique. Le lancement officiel de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam est prévu pour le mois de septembre prochain. Retour à Abidjan et jeudi prochain, il sera procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière ultramoderne de transporteurs. L'annonce a été faite hier au cours d'un point presse animé par les responsables du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. C'est avec Francis Boifo. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle association de tous ceux qui se réclament transporteurs. Depuis le 13 avril dernier, les 350 syndicats de transporteurs existants sur le territoire national ont décidé de s'unir en une seule association à la demande du gouvernement. Fini donc les conflits de leadership entre transporteurs. Pour avoir réussi ce pari, le président de la République Alassane Ouattara a décidé de leur offrir une gare routière internationale ultra moderne sur un terrain de 35 hectares sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. La pose de la première pierre de cette gare est prévue le jeudi 23 mai prochain. Pour les responsables du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, l'entente retrouvée entre les syndicats et la construction de la nouvelle gare contribueront assurément à soulager les usagers, autrefois victimes de l'anarchie, dans le milieu des transports. Lancée il y a de cela quelques semaines dans la capitale économique ivoirienne, l'opération de souscription pour l'acquisition des logements sociaux tire à sa fin. Le dernier délai, c'est pour demain, mercredi 22 mai, à 24 heures de l'échéance. Les intéressés se bousculent encore aux portes et au bureau de la SICOGI. On fait le constat avec Mamadou Kouassi. À Djamé, immeuble Mirador, siège de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI. À 24 heures de la fin de l'opération de présouscription pour les logements socio-économiques, les demandeurs continuent de se bousculer. On va recevoir dans la journée 50 à 60 personnes par jour. Mais depuis que le ministre est passé dernièrement pour la conférence, nous recevons à 80, 100 personnes. Donc ça fait que souvent on descend à 19h, 20h. Chez les souscripteurs, la grogne monte. Je suis là depuis 4h du matin. Le rang n'avance pas. Depuis 6h, nous sommes là. Vraiment, on est fatigués. Les gens font des rangs parallèles et puis on a entendu cette diaspora. Mais si on n'a pas de diaspora, notre petit agent, on peut payer maison aussi. Moi, je suis à l'intérieur. Je suis venue prendre ma pochette dès les premiers jours. Et puis, je n'ai pas eu de permission pour venir déposer. Donc, c'est maintenant que j'ai eu une permission et puis je suis arrivée. Seulement, on a entendu dans la bouche des gens qu'on déposait les dossiers, mais on ne savait pas que c'était du sérieux. Donc, ce n'est qu'à l'approche, la vue, l'engouement et tout ça. Donc on a compris que c'était quelque chose de sérieux. C'était un peu difficile pour moi d'avoir tous les accessoires là qu'on a demandé. Vraiment, ce serait bien qu'on prolonge parce qu'il y a du monde dehors. Je souhaiterais qu'on mette au moins une semaine dessus pour que tout le monde puisse pouvoir s'inscrire. Les responsables de la SICOGI sont formels. Le délai du 22 mai 2013 sera respecté. À partir du 22, comme prévu, l'opération prend fin. À partir du 23, il n'y a plus de paiement. Toutefois, ceux qui ont déjà fait les paiements jusqu'au 22, qui ont déjà retiré les dossiers, nous allons continuer à les recevoir. Le peu qui n'a pas encore retiré les dossiers, nous les invitons à venir retirer leurs fiches de présouscription au niveau de la SICOGI, aller les renseigner et venir les déposer avant le 30 mai 2013. Nos agents qui sont installés à l'intérieur du pays vont rentrer à partir donc, du 23. Alors là aussi, ceux qui n'auront pas pu déposer leurs fiches ou qui ont déjà les reçus, qui n'ont pas retiré les kits, devront se rendre au siège de la SICOGI à Mirador. Toujours selon les responsables de la SICOGI, plus de 30 000 demandes ont été réceptionnées sur toute l'étendue du territoire. Il faut rappeler que l'opération de présouscription au logement socio-économique a démarré depuis le 28 mars 2013. Et puis on vient de l'apprendre, compte tenu de l'affluence au siège de la SICOGI et dans les mairies, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme porte à la connaissance des présouscripteurs au logement socio-économique que la date limite des dépôts des kits de présouscription dûment remplis est prorogée au jeudi 30 mai 2013. Le dépôt des kits contenant toutes les pièces requises se fera exclusivement au siège de la SICOGI à l'immeuble Mirador à Adjamé pour tous les présouscripteurs, y compris ceux de l'intérieur du pays. Le 17 mai dernier, c'était la date limite du dépôt de candidature pour le poste de délégué régional de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI.
4 jours après, le comité électoral national en charge de ces élections a fait le point des dossiers déposés. 69 dossiers de candidature ont été réceptionnés jusqu'à ce jour et les candidats ont encore jusqu'au vendredi prochain à 18 h pour se mettre à jour. C'est ce que nous dit Doua de Lazer. Selon le comité électoral national chargé des élections des délégués régionaux de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, le processus du dépôt de dossiers de candidature se déroule bien dans l'ensemble. Jusqu'à ce jour, 69 dossiers de candidature sont enregistrés à la satisfaction du comité électoral national. Le vendredi 17, on avait fait le point, on était à 66 dossiers reçus et ce matin, nous avons reçu 3. C'est ça qui fait les 69. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a des régions où il n'y a plus de listes. Pour le président du comité de gestion de la MUGEFSI, Karim Bamba, toutes les dispositions sont prises pour la réussite du scrutin. Le travail que nous allons faire au niveau du ministère en aval, le travail de contrôle, ce sera encore une mission déterminante pour faire en sorte que ce que nous avons vécu à la MUGEFSI, que cela ne se reproduise plus jamais. Donc pour l'instant, notre deadline c'est le 28 pour les élections du conseil d'administration, que la grande majorité des fonctionnaires se sentent concernés par le processus. Sur les 30 régions et 12 districts, il ne reste qu'à Boasso et Abidjan où les potentiels candidats ne se sont pas encore signalés. Le délai de clôture des dossiers de candidature, initialement prévu le 17 mai, est prolongé jusqu'à ce vendredi 24 mai. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte d'une cérémonie particulière. L'événement s'est produit à Boisflé, dans le centre du pays. Les femmes de la commune ont été célébrées. Justine Seydjike. La commune de Boisflé, située à 322 km d'Abidjan, sur la voie du modernisme, fait sa mue lentement et calmement. Un calme transformé en fête l'espace d'un week-end par les épouses de ministres venues à la rencontre des femmes de la localité. Elles ont apporté de la joie à 500 d'entre elles, choisies selon des critères bien définis, en leur offrant des présents. Occasion pour les épouses de ministres de célébrer la femme porteuse de vie, donc de l'humanité tout entière. Chères sœurs, chères mamans de Boisflé, vous méritez amplement que la société vous rende hommage et vous célèbre le temps d'une journée, car vous êtes admirables de courage et d'abnégation tous les jours, du lever au coucher du soleil. Vous êtes pour la plupart des femmes qui élevaient seules vos enfants, veuves, célibataires. Une célébration dont l'attraction a été, en n'en point douter, cette petite danseuse et Irielou Irie Colette, connue dans le milieu du vivrier, qui aujourd'hui ajoute une corde à son arc, celle d'artiste. Les heureuses bénéficiaires expriment leur gratitude aux donatrices. Je suis très émue de rencontrer mes tantes, de me mettre au milieu des femmes. Ça me fait plaisir. Vraiment, je suis fière d'elles, qu'elles continuent et que Dieu leur donne longue vie pour qu'elles réussissent leur mission. L'amicale des épouses de ministres, créée depuis 1 an, a à son actif des actions de bienfaisance en faveur des plus démunis et l'équipement de quelques structures sanitaires. Son but, créer un cadre d'échange et de rencontre entre ses membres en vue d'aider les populations vulnérables. Troisième et dernier titre de ce 20h. À l'étranger, la situation toujours chaude dans le nord du Nigeria, suite à l'offensive lancée par les forces armées nigérianes dans l'état de Borno pour y déloger les terroristes du groupe Boko Haram. Les frappes de l'unité inquiètent les populations. Reportage. Des soldats nigérians patrouillent dans des rues désertes de Maïdougouri. L'armée contrôle plusieurs localités de l'état de Borno, des zones reprises aux islamistes de Boko Haram à la suite d'une vaste offensive. Mais pour une bonne frange de la population locale, l'usage de la force est moins efficace que le renseignement. Si vous voulez identifier les terroristes et les arrêter, vous devez vous habiller comme eux et les infiltrer. Vous ne déployez pas des soldats. Ces critiques semblent laisser indifférente l'armée nigériane. Elle a décidé lundi d'envoyer 1000 hommes en renfort dans les 3 États du Nord-Est
pour intensifier les opérations contre les bases de la secte islamiste Boko Haram. Des opérations qui inquiètent certains habitants. Le danger est que les soldats, au cours de leur assaut, tirent sur des innocents, ce qui pourrait provoquer des frustrations chez nombre de nos compatriotes et inciter quelques-uns à rejoindre les rangs des terroristes. Nous appelons les soldats à la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans des actes terroristes. Mais nous souhaitons qu'ils épargnent les innocents. Comme de nombreux pays voisins du Nigeria, le Cameroun connaît un afflux de personnes qui fuient des affrontements entre l'armée et Boko Haram. Une situation que les autorités camerounaises affirment suivre de très près. Et puis sachez qu'à partir de 21h sur RTI1, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, sera l'invité de l'émission RTI1 Reçoit. Pour terminer, nous rappelons cette information. Cela fait exactement 2 ans jour pour jour que le président Alassane Ouattara était investi dans ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie avait eu lieu à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, autour d'une mobilisation record. Alassane Ouattara a reçu ce jour-là les attributs de chef d'État des mains de la grande chancelière. Henriette Dagri-Diabaté, vous venez de le voir. Voilà qui marque donc la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.